Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Cardio Online pour cette édition spéciale consacrée à la maladie de Fabry. On va en apprendre plus aujourd'hui ensemble grâce à nos trois experts que je vous présente dans un instant. Je suis Théo Pezel, cardiologue, actuellement en mobilité recherche au Johns Hopkins Hospital à Baltimore, aux États-Unis. Et j'ai surtout le plaisir de vous présenter nos trois experts du jour pour discuter de ce sujet. Tout d'abord, le professeur Albert Agege, qui dirige le centre de référence des cardiomyopathies à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Bonjour Albert. Bonjour Théo. Le professeur ensuite Thibaut Damy, qui dirige le centre national de référence de l'amylose cardiaque, cette fois à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Bonjour Thibaut. Et puis enfin, bien évidemment, le professeur Dominique Germain, que nous avons le plaisir d'accueillir, qui est le directeur du Centre de référence nationale de la maladie de Fabry, justement, à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Bonjour Dominique, merci d'être là. Bonjour Théo, bonsoir à tous. Alors, justement, on va parler là pendant près d'une heure de la maladie de Fabry et de savoir ce que l'on doit en retenir en pratique. Mais avant cela, Dominique, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce que c'est concrètement que la maladie de Fabry? Oui, Théo, très volontiers, merci beaucoup. Si je peux avoir ma première diapositive, que j'ai préparée un peu de façon synthétique pour nos collègues, donc cardiologues de ville. C'est un mélange d'images et 5 mots-clés, 5 bullet points simplement, pour vous rappeler qu'on parle donc d'une maladie génétique. Qui dit génétique dit forcément qu'il faudra potentiellement vous intéresser aux familles. Elle est liée au chromosome X, avoir des implications, quelques différences entre les hommes et les femmes. Et donc, elle est due à des variants pathogènes, on appelait ça autrefois des mutations, donc des petits changements dans le gène GLA, qui vont conduire à un déficit en une enzyme, l'alpha-galactosidase, qui est une enzyme des lysosomes. Les lysosomes, ce sont des structures à l'intérieur de nos cellules qui ont pour fonction de nettoyer la cellule. À son tour, ce déficit enzymatique entraîne une accumulation de sphingolipides, le GB3, le lyso-GB3, je ne vais pas m'attarder sur ces termes un peu techniques. Et surtout, ce qui est important, comme illustré par les images, cette accumulation de sphingolipides va conduire à vraiment un magnifique paradigme de maladie multisystémique ou polyviscérale, comme vous pouvez l'apprécier par les différents organes atteints. Merci beaucoup, Dominique. Alors, on le sait, la maladie de Fabry, il faut d'abord pouvoir y penser. Je m'oriente vers vous, Albert. En pratique, pour nos collègues qui nous écoutent, quand penser à la maladie de Fabry, en termes de clinique, en termes d'échocardiographie, quand y penser? En fait, je crois que le patient Fabry entre chez le cardiologue par l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et chez le cardiologue, l'hypertrophie ventriculaire gauche est au mieux détectée par l'échographie. Autrement dit, quand on a une hypertrophie ventriculaire gauche en échographie, quand est-ce qu'on doit penser à une cardiomyopathie qui n'est pas celle habituelle du cardiologue, la cardiomyopathie hypertrophique d'origine sarcomérique, la suivante. Alors, c'est ce que nous disent d'ailleurs les recommandations européennes de 2014. On sait que dans près de plus de 90% des cas, lorsqu'il y a une HVG inexpliquée, eh bien, la cause est sarcomérique ou probablement sarcomérique, même si on découvre un gène sarcomérique dans 50% des cas. Mais dans 5 à 10% des cas, on a des causes chez l'adulte qui doivent être évoquées. Il y a des maladies mitochondriales qui sont des maladies très rares. Il y a l'amylose cardiaque, qui est une maladie beaucoup plus fréquente, dont parlera Thibaut tout à l'heure. Et puis, parmi celles-ci, il y a une maladie rare, qui est la maladie de Fabry, qui doit aussi être parmi les causes rares que l'on doit évoquer devant une HVG inexpliquée. Alors, comment ces malades arrivent pour une échographie? En général, sont des hommes de plus de 30 ans, 25, 30 ans, des femmes de plus de 40 ans qui sont envoyées pour des symptômes cardiologiques divers qui ne sont absolument pas spécifiques. Un quart des patients vont avoir une insuffisance cardiaque, un quart vont faire des douleurs thoraciques, un quart des arythmies et quelques-uns des syncopes, ou parce qu'ils ont un ECG anormal. Et on sait que 60% des hommes et 20% des femmes, après 30 ans, ont un ECG anormal dans le Fabry. Donc, ils arrivent envoyés pour ça. Ce sont des adultes d'âge mûr qui arrivent pour un examen, une échographie, un avis cardiologique. La suivante. Alors, quels sont les signes échographiques qui doivent alerter? Ce que nous disent les recommandations européennes de 2014 nous doivent alerter vers une CMH rare. D'une part, une hypertrophie qui est plutôt concentrique et homogène et pas tellement asymétrique à prédominance septale. D'autre part, l'existence d'une fraction d'éjection basse, ça peut exister dans la maladie de Fabry, mais c'est rare.
l'existence d'un épanchement pleural ou péricardique, qui là encore ne sont pas fréquents dans la maladie, dans les CMH sarcomériques, l'hypertrophie très importante qui dépasse 35-40 mm, l'existence d'une hypertrophie ventriculaire droite associée qui se voit beaucoup dans les CMH non sarcomériques et peu dans la CMH sarcomérique, et puis l'épaississement du septum interauriculaire qu'on voit dans l'amylose ou des valves qu'on voit dans le Fabry. Tout ça doit alerter vers une de ces trois maladies qu'on peut voir chez l'adulte et qui ne sont pas fréquentes. La suivante. Alors parfois, c'est très évident qu'il se passe quelque chose qui n'est pas du tout sarcomérique, comme ici, une hypertrophie concentrique, homogène, qui touche aussi le ventricule droit, qui s'accompagne d'une fraction d'éjection altérée, qui s'accompagne d'un flux transmitral restrictif avec des oreillettes dilatées. Tout ça évoque en premier lieu une maladie infiltrative, quelle qu'elle soit. Amylose, mitochondriopathie, tout ce qu'on veut, mais certainement pas une CMH sarcomérique. Il n'y a pas d'anomalie mitrale, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de prédominance septale. La suivante. Voilà un autre patient, un homme, 50 ans, qui a un pacemaker mis pour un BAV complet, et vous faites l'échographie, et vous voyez une hypertrophie septale asymétrique. 20 mm, 18-20 mm. Ça pourrait tout à fait être une CMH sarcomérique non obstructive. Des petites choses doivent alerter. D'abord, le fait que ça n'est pas spécifique d'une CMH sarcomérique, et d'autre part, vous voyez que la paroi latérale haute est très fine, hypokinétique, et ça, c'est un signe d'alerte vers une maladie de Fabry. Est-ce qu'on peut faire le diagnostic avec ça? Bien sûr que non, mais ça alerte. Alors, que donne l'échographie dans la maladie de Fabry? En général, ça donne des hypertrophies modérées, 13 mm, 12 mm, 14 mm, mais parfois au-delà de 15, mais jamais très très importantes, rarement au-delà de 22, souvent concentriques, parfois à prédominance septale, mais parfois homogène. C'est ce qu'on voit sur la diapositive 1. Sur le cliché numéro 2, on voit qu'il y a une hypertrophie aussi des piliers qui est assez caractéristique. Sur le cliché 3, on voit un autre signe caractéristique qui est une fibrose, une zone hyperdense, hyperéchogène dans la paroi postéro-latérale, cette zone qui n'est pas épaissie ou pas trop épaissie. Cette zone de fibrose localisée à cet endroit-là, qu'on voit en écho, mais qu'on peut voir en IRM aussi mieux, eh bien, c'est assez évocateur de maladie de Fabry. Et parfois aussi, comme sur le cliché 4, une zone amincie, très hypokinétique dans la région postéro-latérale, qui est aussi évocatrice de maladie de Fabry. Cela dit, malheureusement, tout ceci n'est pas spécifique. 10% des Fabry ont des hypertrophies septales asymétriques, 4% ont des obstructions sur SAM valvulaire, et donc exactement peuvent mimer une CMH sarcomérique typique. Alors, cela dit, l'HVG est vraiment un signe très fréquent, très prévalent dans la maladie de Fabry. 40% des patients au diagnostic ont une HVG. Et chez l'homme de plus de 30 ans ou la femme de plus de 40 ans, pratiquement 50 à 80%, 80% chez l'homme, 50% chez la femme, au-delà de ces âges, présentent une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, c'est très fréquent. L'hypertrophie ventriculaire droite, c'est environ un cas sur 4. Ces patients ont aussi des épaississements des valves avec des fuites valvulaires modérées, qui en général ne sont jamais pratiquement chirurgicales, et des dilatations de l'aorte ascendante, qui là encore sont modérées, mais qui aussi sont à noter. La suivante. L'écho de strain il faut essayer d'être systématique et de faire une écho de strain classique, le strain global longitudinal, chez tous les patients qui ont une CMH. Dans la CMH, c'est le cliché de gauche, le strain est altéré dans les régions hypertrophiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement dans le septum. Et vous voyez que le strain est plus faible, plus rose pâle, dans la région septale, qui est en général hypertrophie. Dans l'amylose, Thibaut vous en parlera tout à l'heure, l'apex est relativement épargné et le strain est surtout altéré dans les régions basales avec cet aspect en cocarde tout à fait caractéristique. Dans le Fabry, c'est dans la région inférolatérale, à la base du cœur, que le strain est le plus altéré, comme vous le voyez ici. Donc, ça doit orienter. Est-ce que c'est très sensible? On ne sait pas pour le Fabry. Est-ce que c'est très spécifique? Sans doute non. En tout cas, ce sont des choses qui doivent alerter vers un diagnostic de CMH non sarcomérique. La suivante. Enfin, il faut insister sur ce fait, parfois l'écho est très caractéristique d'une CMH sarcomérique. Voilà, ici, vous avez un sujet de 20 ans ou 25 ans qui vient vous voir, qui a une hypertrophie septale asymétrique importante, un aspect en faux de la cavité ventriculaire avec un petit ventricule, des valves très longues avec une obstruction sous-aortique. C'est rare de voir ça en dehors, c'est même exceptionnel de voir ça en dehors de la CMH sarcomérique. Sujet jeune qui a ça, c'est une CMH sarcomérique, pratiquement à l'évidence. D'ailleurs, le génotypage est souvent positif, c'est-à-dire qu'on trouve souvent les gènes morbides. La suivante. Alors, cela dit,
le Fabry peut s'exprimer uniquement par une hypertrophie ventriculaire gauche et des signes cardiaques, ce qu'on appelle les variants cardiaques, dont Dominique vous parlera tout à l'heure. Et on a recherché ces variants cardiaques dans les CMH suivis par des cardiologues en ville. C'était il y a quelques années. On a fait une grande étude avec la Société française de cardiologie. Et parmi 400 patients suivis en cardiologie pour une CMH qu'on supposait sarcomérique, eh bien, on a fait des dosages systématiques enzymatiques et de la génétique pour savoir si ces patients avaient une maladie de Fabry. On a retrouvé 1% de patients qui avaient des Fabry, tous des hommes, ça faisait environ 2% des hommes de plus de 30 ans avec un Fabry. Ils avaient, dans cette étude-là, tous des hypertrophies à prédominance septale. 2 formes étaient obstructives, et c'est pour ça qu'on les avait pris pour des CMH sarcomériques d'ailleurs. 3, cependant, sur 4 avaient un pacemaker pour un BAV complet, d'où l'importance du signe d'alerte, pacemaker pour BAV complet, qui doit alerter vers des CMH non sarcomériques. Puis en faisant les enquêtes, on a trouvé d'autres sujets atteints. Donc vous voyez que, certes, il y a des signes d'alerte, mais parfois ils peuvent être totalement mimés une CMH sarcomérique, d'où l'intérêt des tests qui pourraient être systématiques, on va en parler tout à l'heure, pour dépister cette maladie. Merci beaucoup, Albert. Une première question qui nous vient de l'audience, qui replace la fréquence de cette maladie en France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la prévalence de la maladie de Fabry en France? Là, vous venez de nous l'expliquer chez les patients qui avaient une HVG, mais en général en France, Albert? Alors, Dominique Germain, je parle sous son contrôle, c'est le grand spécialiste de la maladie de Fabry, mais enfin, on est dans des… la CMH sarcomérique, c'est, comme vous le savez, c'est 1 sur 500. La CMH le Fabry, c'est 1 sur 50 000, peut-être un peu plus sur les dernières études, mais peut-être que Dominique veut dire un mot là-dessus. Un chiffre historique 1 sur 50 000, tu viens de le dire, Albert. Chiffre plus moderne, 1 sur 5 000 en tenant compte des variants cardiaques peut-être cachés dans les populations justement CMH. Et aujourd'hui, on connaît environ 600 à 700 cas en France. Oui, simplement, avec la cardiologie, on s'est mis à découvrir des Fabry, en fait, qu'on ne découvrait pas avant. Le cardiologue est sensibilisé, on trouve des fréquences plus élevées. Merci à vous deux. Albert, vous nous avez bien expliqué comment la maladie de Fabry pouvait ressembler à la CMH sarcomérique, mais on est bien d'accord que l'absence d'hypertrophie ventriculaire gauche n'élimine pas la maladie de Fabry. Alors d'abord, tous les patients Fabry n'ont pas une hypertrophie ventriculaire gauche. Les femmes, par exemple, peuvent ne pas avoir du tout d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et puis, si on prend les gens très jeunes, ils n'ont pas d'hypertrophie. Ils expriment l'hypertrophie en général après 30 ans chez l'homme, après 40 ans chez la femme. Ça veut dire qu'une CMH qui vient vous voir et qui a 22 ans, eh ben, c'est probablement pas un Fabry. Une femme qui vient à 27 ans avec une HVG, c'est probablement pas un Fabry. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, les Fabry peuvent présenter aussi une hypertrophie très modérée, 12, 13 mm, moins que les critères classiques de CMH. Voilà. Mais bon, quand on fait des échos systématiques au Fabry, on trouve tous les degrés d'hypertrophie ou pas d'hypertrophie du tout. Alors, on en discutait en amont de ce webinaire dans la préparation avec Dominique. S'il y a bien un grand différentiel de la maladie de Fabry, c'est l'amylose. Tout d'abord, on va en discuter avec Thibaut sur sa présentation cardiaque, mais elle peut également présenter des neuropathies, tout comme la maladie de Fabry. Et puis enfin, on a en tête ce terrain de prédisposition de la famille portugaise pour les patients avec une amylose cardiaque. Et Dominique nous le rappelait en préparation de ce webinaire, c'est également le cas pour la maladie de Fabry, où il y a eu aussi une prédisposition chez les patients portugais. Thibaut, finalement, quand et comment éliminer l'amylose cardiaque sur ce tableau que nous a présenté Albert d'un patient avec une HVG? Alors, donc moi, en tant que coordonnateur d'un centre de référence amylose cardiaque, la première question, généralement, on nous adresse le patient pour suspicion d'amylose cardiaque. Donc, dans ma pratique, la question est plutôt comment ne pas passer à côté d'un Fabry quand on nous adresse quelqu'un pour une amylose cardiaque. Donc, depuis une dizaine d'années, on a eu 3300 patients qui nous ont été adressés pour suspicion d'amylose cardiaque. On a confirmé le diagnostic sur 1500 patients. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'amylose. La prévalence est sûrement assez importante des amyloses par rapport au Fabry. Et sur ces patients qui nous ont été adressés avec un phénotype qui évoquait l'amylose cardiaque pour le cardiologue, on a diagnostiqué 12 maladies de Fabry
ainsi en fait sur cette suspicion. Donc, je vais vous présenter quelques cas cliniques pour vous illustrer un petit peu le propos et vous allez voir effectivement que l'origine portugaise peut être un peu trompeuse parce qu'on a beaucoup parlé des Portugais et de l'amylose et comme tu viens de le dire Théo et Dominique, et ben, vous voyez le premier cas clinique c'est un patient portugais qui était maçon, qui avait 58 ans, 2 enfants, qui avait eu un pacemaker posé pour un BAV en 1997, qui était essoufflé à l'effort, qui avait un examen clinique normal, qui était électro-entraîné. Et voilà son échographie, diapositive suivante. Voilà, donc vous voyez, son échographie ressemble étrangement à une des échographies d'Albert, avec une hypertrophie qui prédomine quand même sur le septum, un strain qui est plutôt préservé en latéral, et également, je crois, il a une hypertrophie ventriculaire droite qu'on ne voit pas très bien, donc plutôt une hypertrophie prédominante septale et également qui touche le ventricule droit. Et ben, ce patient, en fait, qui nous est adressé pour une suspicion d'amylose, c'était un Fabry. Voilà. Donc, il était portugais et il avait le variant des Portugais. Ce n'était pas du tout une amylose. Diapositive suivante. Vous voyez, 58 ans. Alors, un autre patient de 57 ans, lui, il est d'origine antillaise. Il consulte aux urgences pour une dyspnée. Donc, souvent, je pense que les amyloses vont avoir des signes cliniques d'insuffisance cardiaque beaucoup plus importants, finalement, que les patients avec des maladies de Fabry, du moins ceux qui nous sont adressés. Il est une évolution d'une dyspnée qui est sur un laps de temps assez court, 5 mois. Il a un examen clinique donc avec une insuffisance cardiaque globale, une insuffisance rénale et un NT-proBNP très élevé. Vous voyez son électrocardiogramme avec un microvoltage dans les standards, une ONQ dans les précordiales. Diapositive suivante, c'est son écho. Donc son écho, lui, on trouve une CMH qui est plutôt concentrique, un strain altéré avec un aspect en cocarde du strain, un profil restrictif, une hypertrophie ventriculaire droite. Et là, ce patient, c'était une amylose AL. Diapositive suivante. Donc, dans notre centre, évidemment, les patients sont adressés pour une suspicion d'amylose. Et ce qui va être très important, en fait, vu l'urgence thérapeutique des amyloses AL, c'est-à-dire qu'une amylose AL qui n'est pas diagnostiquée comme ce patient précédent, dans les 6 mois, il est décédé. Donc, la première chose qu'il va falloir faire et qu'on fait, et je pense qu'il faut faire finalement devant toutes ces MH, s'il y a notamment des symptômes d'insuffisance cardiaque, c'est éliminer l'amylose AL par les dosages dont on va reparler. La teinte symétrique, effectivement, elle est évocatrice de maladie de Fabry, mais dès qu'on voit le patient en fait en cabinet, on peut aller rechercher ces red flags, ces drapeaux qui vont évoquer l'une ou l'autre de ces maladies. Alors pour la maladie de Fabry, Dominique va nous en parler, mais pour l'amylose, il y a des signes très évocateurs comme le canal carpien, le canal lombaire étroit, la surdité, et puis des anomalies à l'ECG avec le microvoltage. Et les 2 examens clés vont être l'IRM cardiaque, qu'on va revoir après, et la scintigraphie osseuse, qui va intervenir également dans le diagnostic des amyloses. Et puis, on va réaliser après souvent une biopsie, notamment s'il y a une gammapathie. Les tests génétiques vont être importants, tests génétiques d'un séquençage génétique quand on part vers une amylose TTR, ou le NGS quand on n'a pas diagnostiqué. Donc, quand on va tout de suite éliminer l'amylose AL, puis après, on va faire la scintigraphie et l'IRM. Et si on voit finalement qu'on n'a pas d'amylose, on va faire un NGS cardiomyopathie qui a été développé avec l'hôpital européen Georges Pompidou, l'équipe d'Albert, et on va aller rechercher justement s'il n'y a pas une maladie de Fabry. C'est comme ça qu'on a trouvé ces 12 Fabry, et aucun de ces Fabry nous avait semblé évident lorsqu'on les a diagnostiqués. C'est le NGS qui nous l'a sorti. Diapositive suivante. Alors pour l'amylose, comment dépister en fait cette gammapathie qui est vraiment une urgence, je pense qu'il faut faire dans toutes ces MH symptomatiques, c'est l'électrophorèse des protéines, mais cette électrophorèse des protéines va surtout identifier les chaînes lourdes, et dans l'amylose, ce qui va donner les fibrilles amyloïdes, c'est les chaînes légères. Donc l'électrophorèse passe à côté des gammapathies où il n'y a pas de chaîne lourde, où il n'y a qu'une chaîne légère exprimée. Et donc, ce qu'il faut rajouter, c'est l'immunofixation. Donc, vous voyez, c'est une sorte de western blot où on peut voir ici qu'il y a une chaîne lourde et une chaîne légère. Le dosage des chaînes légères libres qui va montrer un déséquilibre entre la chaîne surexprimée, qui peut être soit lambda, soit kappa. Ici, dans ce contexte-là, c'est une chaîne lambda. Et puis la protéinurie Ben-Jones. Donc, il faut faire ces 4 examens, 3 dans le sang, 1 dans les urines, pour pouvoir en fait faire le diagnostic de certitude de la présence d'une gammapathie chez un patient qui a une CMH. C'est pour ça que c'est un petit peu, effectivement, souvent, on a tendance à se contenter de l'électrophorèse. Et malheureusement, dans 50% des amyloses AL, il y a une chaîne légère isolée sans chaîne lourde, et donc on peut passer à côté du diagnostic. Donc, sur notre site web du réseau amylose, on a fait une ordonnance en fait pour expliquer tout ça, que vous pouvez télécharger en mettant votre nom, bien sûr, le nom du patient, de façon à avoir la bonne prescription de la recherche de la gammapathie. Thibaut, on va s'arrêter une seconde sur cette diapositive. On a des questions
qui nous viennent de l'audience. Une première très concrète. En pratique, je me pose la question de l'amylose cardiaque. Je suis notamment en ville. Est-ce que je prescris d'emblée l'électrophorèse, l'immunofixation et le dosage des chaînes légères? Ou est-ce que je commence par l'électrophorèse et si elle est normale, je m'arrête? Le problème, c'est toujours un facteur temps en fait, dans l'amylose à L. Il faut aller vite. Et donc, quand vous avez un patient qui a une CMH et qui est essoufflé, c'est vraiment une urgence diagnostique. En fait. Donc, si vous prescrivez l'électrophorèse, le temps que le patient aille la faire, que vous ayez le résultat, qu'il revienne vous voir, que vous donniez un rendez-vous, à moins que vous ayez beaucoup de place, et ben, on va perdre un temps colossal. Donc, l'immunofixation, elle peut être prescrite à l'électrophorèse. Le dosage des chaînes légères libres, c'est là où le problème, c'est qu'elle n'est pas remboursée et ça coûte 80 €. Donc, effectivement, le patient va être à charge. Mais c'est malheureusement, dans ces 4 examens, des examens, donc l'électrophorèse, l'immunofixation et la protéinurie de Ben-Jones, qui est l'identification de la chaîne légère, ça ne coûte rien, en fait. Donc, effectivement, c'est remboursé. Le dosage des chaînes légères, effectivement, n'est pas remboursé, mais on fait des examens quand même plus chers que ça. Et vu l'urgence diagnostique et l'urgence à la prise en charge thérapeutique dans le cadre des amyloses à L, je pense que c'est justifié de prescrire ces 4 examens pour être sûr de ne pas passer à côté de la gammapathie. Et c'est quand on a ces 4 examens qu'on arrive à faire à 99% des cas le diagnostic d'une gammapathie qui peut être associée ou liée à une amylose à L dans le cadre d'une CMH. C'est très clair, Thibaut. Et encore une question sur ce dosage des chaînes légères, ce fameux ratio. En pratique, très souvent, le laboratoire ne nous indique pas comment l'interpréter. Je sais qu'en cas d'insuffisance rénale, ça demande également d'en tenir compte dans l'évaluation de ce ratio. Est-ce que tu peux nous donner quelques trucs et astuces simples pour facilement interpréter ce ratio? Ce ratio, normalement, il a une norme qui est donnée par le test biologique. Alors maintenant, il y a 3 types de tests biologiques différents, c'est-à-dire il y a 3 types, il y a le BandInsight, le latex, etc. Donc ça va dépendre des tests utilisés, il y a le polyclonal, monoclonal, etc. Donc chaque test a sa propre valeur, en fait, seuil. Et donc, effectivement, quand il y a une insuffisance rénale, le laboratoire doit pouvoir vous aider à l'interpréter. Ça devient difficile puisque l'excrétion des chaînes va diminuer. Et donc, dans le sang, vous allez avoir un ratio qui va augmenter et ça va être plus difficile l'interprétation. Mais sur un des tests, vous avez un ratio, des normes en cas d'insuffisance rénale. Voilà, donc c'est le déséquilibre de ce ratio. Mais quand le ratio est déséquilibré, donc généralement, quand on a une gammapathie, il y a une des chaînes qui est très augmentée. Et donc, dans la plupart des cas, vous allez avoir une chaîne lourde à l'électrophorèse, la chaîne lourde et la chaîne légère vue en immunofixation et une chaîne qui est très augmentée sur les deux et donc ça ne pose pas tant de problèmes. Et effectivement, quand il y a une insuffisance rénale, c'est plus délicat, mais c'est d'où l'intérêt de faire la protéinurie de Ben-Jones et puis d'avoir l'immunofixation parce que là, vous pourrez voir l'excès de chaîne légère. Alors, donc, après, l'examen clé, c'est la scintigraphie cardiaque au traceur osseux, ou la scintigraphie corporelle. Vous voyez là l'image d'un patient qui a une amylose à transthyrétine et dans l'amylose à transthyrétine cardiaque, dans la plupart des amyloses à transthyrétine cardiaque, on va avoir une forte fixation cardiaque du traceur osseux qui va être tellement avide qu'il peut arriver même à éteindre complètement la silhouette osseuse chez les patients. Et donc, on ne va plus voir que le cœur. Là, vous voyez que c'est un score de Perugini 2, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les jambes, on voit quand même pour autant encore le squelette et on voit une forte fixation cardiaque et ça va être compliqué par des coupes de scanner où vous voyez cette forte fixation. Donc là, c'était un patient qui a une amylose à transthyrétine. Diapositive suivante. Donc, vous avez également une ordonnance si vous voulez télécharger avec une explication parce que la scintigraphie osseuse, ce qui est très important en pratique pour éliminer l'amylose, c'est qu'il faut la prescrire avec la recherche de gammapathie. Une scintigraphie osseuse ne peut pas s'analyser sans la notion qu'il y ait une gammapathie ou pas. Alors finalement, vous avez 2 possibilités, enfin 3 possibilités en fonction ou pas qu'il y ait une gammapathie et une fixation cardiaque. Il y a une fixation cardiaque, il n'y a pas de gammapathie, ben vous êtes sûr c'est une amylose à transthyrétine et donc il faudra faire les tests génétiques. Il y a une gammapathie, et ben malheureusement vous ne pouvez pas conclure parce qu'il y a 10% des amyloses à L qui ont une fixation cardiaque à la scintigraphie. Donc 90% des amyloses à L ne fixent pas, mais 10% des amyloses à L vont avoir une fixation cardiaque. Et là, c'est là le problème, c'est que maintenant, donc, la plupart des cardiologues ont vraiment compris l'amylose, comme le Fabry, et donc prescrivent beaucoup de scintigraphie osseuse, et c'est très bien. Mais il faut le prescrire avec le test de gammapathie parce qu'on conclut à tort chez un sujet âgé, il a une scinti qui est positive, c'est une amylose à transthyrétine, et puis comme il est vieux, c'est une amylose sénile. Et évidemment, on a malheureusement des gags, c'est que ça peut être une amylose à L. Donc vous voyez, quand il y a une gammapathie, qu'il y ait une fixation cardiaque ou pas à la scintigraphie, c'est probablement une amylose à L dans un tableau bien sûr de CMH avec Disney. Et là, c'est la preuve histologique qu'il faut. Il faut adresser le patient dans un centre de référence
des cardiomyopathies ou de l'amylose pour aller plus loin dans le diagnostic. Si donc il n'a pas de gammapathie, une fixation cardiaque, on l'a vu, c'est une amylose à transthyrétine. Et s'il n'y a pas de gammapathie et il n'y a pas de fixation cardiaque à la scintigraphie, c'est probablement une autre cardiomyopathie. Et c'est là où l'IRM est particulièrement intéressante. Donc nous, on fait l'IRM plutôt en deuxième intention après ces tests pour des patients qui nous sont adressés pour une suspicion d'amylose. Et on va aller donc éventuellement confirmer là ou pas en fonction de la cardiopathie, réaliser, discuter une biopsie pour aller plus loin avec le NGS qui est important là. Diapositive suivante. Donc, pour revenir donc, au Fabry et au CMH et à l'amylose, donc dans l'amylose, finalement, donc on a 3 types, l'amylose héréditaire, l'amylose AL, l'amylose sénile. Les amyloses séniles sont évidemment plutôt chez des sujets âgés, mais maintenant on a des sujets de plus en plus jeunes. Et l'amylose AL et héréditaire, c'est souvent des patients qui ont entre 50 et 60 ans, ce qui est aussi le cas des CMH sarcomériques qu'on voit dans notre centre, mais également le cas des maladies de Fabry. Donc la présentation des amyloses, elle est plutôt concentrique, mais du point de vue de l'HVG, mais on a quand même 20% de nos malades qui ont des HVG asymétriques. Donc vous voyez, même dans l'amylose, on a des HVG asymétriques. Et souvent, en fait, ces patients avec des amyloses vont évoluer très rapidement avec la survenue d'une insuffisance cardiaque qui s'aggrave. Et c'est peut-être ce qui peut les distinguer de la maladie de Fabry, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus symptomatiques. Et puis, ils vont avoir bien sûr ces atteintes extracardiaques dont on a discuté, où effectivement la neuropathie va se retrouver dans le Fabry et dans l'amylose, mais les canaux carpiens, la macroglossie dans les cas des amyloses AL, les ecchymoses préorbitaires, c'est plus de l'amylose AL ou héréditaire que du Fabry. Les traitements vont être différents, d'où l'intérêt bien sûr de faire le diagnostic. Dans l'amylose, on arrête les bêta-bloquants, on va plutôt anticoaguler les patients, et puis on a une indication également de PM et de diapositive suivante. Voilà. Donc, les atteintes cardiaques de l'amylose, je vous l'ai déjà dit, donc c'est plutôt concentrique plutôt qu'asymétrique. Il va y avoir plutôt une hypertrophie biventriculaire. Dans l'amylose, les dépôts ne choisissent pas une cavité ou une paroi, ils se mettent partout. L'électrocardiogramme, on va plutôt avoir un microvoltage, mais qui n'est pas constant et qui va contraster avec le niveau d'hypertrophie. On va plutôt avoir des allongements du PR et un QRS qui peut être fin ou large plutôt dans les amyloses séniles, un épaississement valvulaire, comme Albert nous l'a dit tout à l'heure. On a souvent une onde Q à l'électrocardiogramme en antérieur qui témoigne de l'importance des dépôts. Et qui va souvent, avec l'élévation de la troponine liée à la nécrocellulaire dans ces pathologies, faire évoquer des SCA et à tort conduire à une coronographie. Diapositive suivante. Alors, l'examen donc clé, une fois qu'on a fait donc, notre scintigraphie, notre gammapathie, et que finalement on n'a rien trouvé, c'est l'IRM, c'est là où l'IRM est intéressante, et ça va être le T1 mapping qui mesure le volume extracellulaire. Et dans l'amylose, comme vous pouvez voir, on a plutôt des T1 très augmentés, alors que dans le Fabry, on a des T1 bas. Et quand on a repris nos patients, le plus souvent, ils avaient des T1 bas, pas tout le temps, mais souvent. Et donc, vous voyez que c'est un examen en fait, qui doit vraiment faire évoquer la maladie de Fabry. Et Albert, je pense que tu nous en reparleras dans la diapositive suivante. Donc, l'amylose, il faut l'éliminer. Et ça reste, à mon avis, une urgence diagnostique. Et c'est peut-être ce qu'il faut éliminer en premier devant une CMH avant de faire d'autres tests comme un NGS ou autre, puisque ces tests-là, on va mettre quand même du temps à avoir les résultats pour avoir un NGS, donc un séquençage au débit, pour pouvoir aller chercher toutes les mutations des sarcomères ou de la maladie de Fabry. Ça prend du temps d'avoir le résultat, alors que les tests de l'amylose AL, on les a en moins d'une semaine. Et là, l'urgence est là. Et donc, faire un NGS et puis dire aux patients, revenez me voir dans un an, si c'est une amylose AL, c'est dommage, il est mort. Donc, voilà, je pense que même si les tests ne sont pas tous remboursés, ça vaut le coup de les faire. Merci à vous. Merci beaucoup Thibaut, et on voit à quel point c'était crucial de faire ce point sur l'amylose cardiaque au sein de ce séminaire. Albert, je reviens vers vous. Finalement, vous nous avez bien expliqué comment l'échographie doit, en tant que cardiologue, me faire penser à la maladie de Fabry, mais c'est quoi la prochaine étape? Comment j'avance dans le diagnostic? Alors effectivement, l'échographie peut faire penser, mais elle peut aussi ne pas suffire, et souvent elle ne suffit pas. Et autrement, les premiers éléments sont des éléments en fait cliniques. Encore une fois, je répète, l'HVG se déclare chez l'homme après 30 ans et chez la femme après 40 ans dans la maladie de Fabry en général. Deuxièmement, si vous avez le papa qui a la maladie et le grand-fils qui a la maladie, c'est certainement pas une maladie de Fabry parce que c'est une transmission liée à l'X, il n'y a pas de transmission du père au fils. Troisièmement, il y a des signes extracardiaques qui, quand ils existent, doivent alerter, et Dominique vous en parlera tout à l'heure, mais il y a des variants cardiaques purs, c'est-à-dire que des gens qui n'expriment que l'anomalie cardiaque et rien d'autre. Il faut faire systématiquement dans les CMH, quel que soit le type de CMH, des dosages biologiques, dont une créatininémie et une protéinurie. L'existence d'une créatine élevée
d'une protéinurie doit alerter vers une CMH non sarcomérique, dont la maladie de Fabry. Enfin, on a des recommandations. Et comme on sait qu'il y a des CMH Fabry qui se cachent dans nos CMH sarcomériques, les recommandations européennes conseillent le dosage d'alpha-gal, d'alpha-galactosidase A, dans le sang des hommes de plus de 30 ans. Et quand il est bas, de confirmer par un génotypage la maladie et d'aller directement au génotypage chez la femme de plus de 40 ans. Voilà, tout ceci est compliqué, ce qui explique le délai diagnostique moyen de cette maladie lorsqu'on a une atteinte cardiaque, qu'elle s'exprime uniquement par le cœur, est très long, jusqu'à 15 ans. La suivante. Alors, l'ECG peut alerter. Dans la maladie de Fabry, il y a très souvent un PR qui est court, sans faisceau de Kent, sans voie accessoire, dû à l'infiltration par le dépôt de GB3. C'est 15% des cas environ. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 30% des patients ont des BAV de haut degré, justifiant la mise en place d'un pacemaker. Et là encore, ça doit orienter vers ce diagnostic, pas seulement parce que d'autres CMH secondaires aussi ont ces caractéristiques. Alors, que donne l'IRM? D'abord, on sait que l'IRM, elle doit être systématique au moins une fois chez ces patients qui ont une CMH. Dans la CMH, sur la gauche, l'IRM montre de la fibrose après injection de gadolinium, soit très localisée dans les points de jonction VGVD, au niveau du septum, soit dans les zones hypertrophiques de manière plus massive, comme ici dans cette hypertrophie septale. Dans l'amylose au centre, eh bien, l'IRM, gadolinium, il y a une espèce d'impossibilité d'annuler, de différencier myocarde et cavité ventriculaire. Et on a cet aspect extrêmement clair de l'ensemble du myocarde, souvent. C'est assez caractéristique. Et dans le Fabry, ce qui est caractéristique, c'est la zone de fibrose dans la région postéro-latérale, localisée dans la zone qui est, somme toute, pas très hypertrophiée. Là encore, ce sont des choses qui sont classiques, mais dans le Fabry, la sensibilité, la spécificité de ce signe n'est pas bien connue. C'est évocateur, ça ne suffit pas non plus au diagnostic. La suivante. Alors, on vient de parler de la cartographie de T1, j'en reparle ici. Elle est systématique en IRM, elle doit l'être. En haut, au milieu, au centre, vous avez la CMH classique. En bas, à gauche, vous avez le Fabry et l'hémochromatose, la CMH de l'hémochromatose, qui donne un T1 qui est bas et un volume extracellulaire qui est bas. Et en haut à droite, vous avez les amyloses, le T1 est haut, le volume extracellulaire est haut. Donc là encore, on a un bon moyen d'orientation. Et lorsqu'on a ces T1 très bas, eh bien, il faut penser au Fabry, notamment, mais aussi à l'hémochromatose. Voilà, cela dit, pour être très franc, on parlait tout à l'heure du NGS, de ces tests génétiques avec puce. Aujourd'hui, nous, dans les CMH, si on a une CMH qui arrive dans le département, comme à Henri Mondor, comme dans beaucoup de centres, on teste systématiquement par cette puce le gène en cause dans le Fabry, entre autres, et ce qui permet d'avoir un dépistage très large. Mais là encore, les réponses, lorsqu'elles ne sont pas orientées, sont très longues. On a des réponses qui vont jusqu'à 1 an pour avoir la réponse à ces tests génétiques qui sont des larges tests, des larges panels de gènes. Merci Albert. Une petite question toute simple. Est-ce qu'un T1 mapping normal permet d'éliminer la maladie de Fabry? Alors, de la même manière qu'un T1 mapping bas ne permet pas de dire formellement que c'est une maladie de Fabry, un T1 mapping normal ne permet pas de dire qu'il n'y a pas de maladie de Fabry. Voilà. Ça dépend tout ça du degré d'infiltration lipidique du myocarde. Merci beaucoup Albert. Donc on avance, vous le voyez tous ensemble, progressivement vers cette confirmation diagnostique. Albert, vous venez de nous présenter différents outils pour renforcer ces arguments diagnostiques, mais on n'a pas encore confirmé. Dominique, on a besoin de vous. Finalement, comment aujourd'hui on peut confirmer le diagnostic de maladie de Fabry? À qui s'adresser en pratique? On a vraiment besoin de cette information, Dominique, pour en pratique contacter les bonnes personnes, avoir les bonnes réponses. Oui, vous avez raison, et on a bien entendu de Thibaut et puis Albert que, bien sûr, il y a des éléments d'orientation paraclinique dans le milieu cardiologique, que ce soit l'échographie, l'IRM, on vient de l'évoquer. Je confirme que le T1 n'est pas suffisamment sensible, et puis il peut y avoir un deuxième piège, c'est l'association sur une même IRM cardiaque de zones hypo-T1, donc en faveur d'une surcharge lipidique, mais élevée en cas de fibrose. Donc, il est essentiel, et Thibaut l'évoquait, devant les facteurs possiblement confondants, la neuropathie périphérique, le canal carpien, la surdité, une éventuelle origine portugaise, absolument d'aller à une confirmation biologique. Alors, par chance, elle s'est simplifiée. Elle est en fait disponible depuis une bonne trentaine d'années. Et il faut à nouveau souligner la différence entre les hommes et les femmes. Donc, j'ai essayé de vous faire une diapositive très pratique pour nos collègues, une fois encore installés en ville.
il suffit pour les hommes, j'insiste bien chez les hommes, de demander un test très simple qui s'appelle la mesure de l'activité alpha-galactosidase. Donc, votre ordonnance, votre prescription, c'est ça, mesure de l'activité alpha-galactosidase. Vous faites envoyer 2 tubes d'ETA au laboratoire et vous voyez, pour ce qui concerne la population masculine, donc ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de généticien, les hémizygotes, parce qu'ils n'ont qu'un seul chromosome X, un seul chromosome X qui est touché, donc pas du tout de production d'enzymes, et vous avez une valeur véritablement effondrée, moins de 25%. Attention, chez un homme, une valeur à 60-70% ne serait pas du tout synonyme de maladie de Fabry. On veut vraiment une valeur très basse à comparer aux valeurs normales donc, de la population générale. Je le disais, un test qui aujourd'hui est disponible dans les laboratoires de quartier qui sont souvent fédérés en réseau, ce qui permet donc d'envoyer au bon endroit la mesure d'activité enzymatique. Et si vous étiez éventuellement plus désemparé, vous avez toujours en recours donc, notre laboratoire de référence à l'hôpital Raymond Poincaré, dirigé par le docteur Jabour, qui a une grande pratique et a fait des milliers donc, de ces tests enzymatiques. On passe chez la femme, vers la diapositive suivante. Alors, chez les femmes, 2 chromosomes X, donc on a toujours le même modèle, il y en a un bien sûr qui ne fonctionne pas, qui est touché, va conduire à une activité basse, mais il peut être sauvé par le 2e chromosome X. Et donc vous voyez que c'est au milieu, là, chez ce qu'on appelle les hétérozygotes, hétéros, 2 chromosomes différents. Vous avez bien sûr en cas de valeur basse un très bon signe d'orientation biologique, mais vous voyez dans mon cercle rouge qu'il y a un chevauchement indubitable entre d'authentiques conductrices, donc femmes conductrices hétérozygotes pour la maladie de Fabry, et les valeurs obtenues pour la population normale. Donc la mesure de l'activité enzymatique n'est pas le bon moyen de concourir au diagnostic biologique de maladie de Fabry chez les femmes. Photo suivante. Chez les femmes, il vous faut donc absolument aller au test génétique. Et là, je vous ai montré, donc, on va dire, l'ancienne façon, bon, qui est toujours d'actualité, de faire un test génétique. C'est ce qu'on appelle donc, la méthode de Sanger, du nom de son inventeur. Et vous voyez, c'est donc ces petits pics, les 4 couleurs ATCG de vos études de médecine. Et on va chercher donc l'hétérozygotie sur une même verticale de pics. Là aussi, figurez-vous que ça peut désormais se demander en ville. Donc, c'est facile, vous prescrivez sur l'ordonnance génotypage du gène GLA et il y a les réseaux qui s'en occupent. Si une nouvelle fois vous êtes pris en défaut, c'est cette fois-ci mon collègue et ami, le docteur Jean-Pierre Rabès, qui est à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, qui est un grand spécialiste donc, de ce test génétique. Et puis, comme mes 2 collègues l'ont souligné, ce gène GLA peut bien sûr être inclus dans des panels NGS. Il y avait tout à l'heure une question qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Donc, qu'est-ce que c'est que ces panels? C'est bien sûr, sur une même puce, on va demander 30, 40, 50 gènes qui peuvent donc donner lieu à la survenue clinique d'une CMH. Photo suivante. Une petite diapositive qui peut comme ça paraître un peu dense et un peu technique, mais ne vous laissez pas rebuter par ce prime abord. Je pense qu'elle est intéressante pour votre pratique future dans les années à venir. Il faut vraiment réaliser que l'identification ou la découverte d'un variant dans un gène, quel qu'il soit, que ce soit le gène GLA pour la maladie de Fabry, le gène de l'amylose, les gènes donc, des cardiomyopathies sarcomériques, identifier un variant n'est pas toujours synonyme de pathogénicité. Et donc, pour l'illustrer, j'ai mis donc une méta-analyse des 51 études donc de dépistage disponibles dans la littérature il y a quelques années. Vous voyez, plus de 28 000 malades traités, dont plus de 4 000 pour des CMH. On arrive à un pourcentage donc, de maladies de Fabry, 1% de toutes les CMH, et ce pourcentage est aujourd'hui confirmé. On est plutôt vers du 0,9%, ce qui signifie en d'autres termes que quand vous testez 1000 patients CMH, vous identifiez quand même 9 malades avec une maladie de Fabry. Alors, par contre, quand on va dans le détail, vous voyez que sur ces méta-analyses, sur 174 cas proposés au départ, on finit seulement avec 33 cas atteints authentiquement de maladie de Fabry classique, auxquels il faut ajouter en bas de l'image les 8 plus 6, 14 cas de variants, mais on reste sur notre fin un petit peu pour les autres cas qui ne sont pas définitivement confirmés. Et par exemple, très récemment, on a eu l'association d'un polymorphisme bénin pour la maladie de Fabry, mais couplé à une mutation authentiquement pathogène pour une CMH. Donc, n'hésitez pas à vous adresser aux différents centres de référence
que ce soit celui des CMH ou le nôtre, devant des cas un peu complexes comme celui-là. Merci beaucoup, Dominique. Et votre exposé très clair montre cette complexité et qui recourt une expertise importante. Une question qui nous vient de l'audience, très concrète toujours. Est-ce que ces deux tests, que ce soit le test enzymatique ou le génotypage, sont des tests pris en charge, remboursés en France actuellement, Dominique? Alors, le premier, oui, à coup sûr, hein, c'est, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est un B27, donc il doit coûter de toute façon une bonne trentaine d'euros. C'est pas, je pense, absolument dramatique et il est pris en charge. Et en principe, les patients atteints de maladies génétiques n'ont pas à payer pour un test génétique. Ça reste vrai à l'hôpital. J'ai plus de difficultés à répondre dans le cas d'une pratique de ville. C'est quelque chose qu'il faudrait éclaircir avec les grands réseaux donc, de laboratoires privés. Merci beaucoup, Dominique. Une autre question qui nous vient de l'audience, est-ce qu'il existe un registre national des patients atteints de maladies de Fabry pour nous apporter des réponses justement à toutes les questions qu'on peut se poser? Dominique. Non, alors il y a énormément de registres, mais on ne peut pas parler d'un registre national. Nous, au niveau du centre de référence, on a bien sûr une base de données in-house, hein, donc maison, qui est particulièrement bien documentée. Il y a eu des registres qui ont été initiés par les industries pharmaceutiques, qui ont apporté quand même des ressources intéressantes en termes de publications et de connaissances sur la maladie. Et il y a aujourd'hui un registre européen. Vous savez qu'on a maintenant des centres de référence européens et donc il y a une initiative qui me semble intéressante pour pouler donc justement les différentes données des différents pays de la communauté européenne. Merci beaucoup, Dominique. Albert, on revient vers vous. On a compris qui étaient ces patients et finalement, on refocus la discussion sur le risque cardiologique. Quels sont les risques sur le plan cardiovasculaire pour ces patients et comment les rechercher en pratique, Albert? Alors, la maladie de Fabry est vraiment une maladie à impact cardiologique et cardiovasculaire fort. La suivante, voilà une diapositive peut-être un peu compliquée, simplement pour rappeler que les molécules anormales non métabolisées s'accumulent dans les cellules cardiaques, aboutissant à l'hypertrophie, de la fibrose et de la dysfonction systolique et diastolique. Dans les cellules endothéliales vasculaires, aboutissant à de l'ischémie et éventuellement de l'angine de poitrine, voire de l'infarctus rarement. Dans le tissu de conduction, aboutissant à une bradycardie, une incompétence chronotrope, des blocs auriculo-ventriculaires. Il y a aussi la fibrillation auriculaire et des tachycardies ventriculaires qui sont dues à la fibrose, notamment, et à l'ischémie. Tout ça aboutit à ce qu'on voit dans cette maladie, l'insuffisance cardiaque, des signes ischémiques, de l'arythmie ventriculaire ou auriculaire, et éventuellement même de la mort subite. La suivante. Alors, quand on regarde les études publiées, au fond, ces patients ont des événements cardiaques majeurs avec une prévalence élevée. Dans une des études, c'est 15% à 7 ans. Et on sait que ces événements sont prédits par le sexe masculin, les hommes font des formes plus graves, le degré d'hypertrophie ventriculaire gauche, globalement, plus il y a de l'hypertrophie, plus on a de complications, le degré d'atteinte rénale et l'existence d'un QRS élargi. Aujourd'hui, globalement, les décès cardiovasculaires, c'est plus de 50% des décès. C'est la première cause des décès dans cette maladie. Et le rein, comme le cerveau, donne moins de 10% des décès. Les décès surviennent à, en moyenne, 55 ans chez l'homme, 66 ans chez la femme. Donc, une amputation très significative de l'espérance de vie. Quand on regarde une méta-analyse sur près de 13 études, 1400 patients, on voit que, avec un suivi très variable selon les études, on a près de 10% de décès, une large majorité cardiovasculaire, 6% de mort subite. Donc là encore, on est dans des pathologies qui sont graves et qui sont plus graves que la cardiopathie sarcomérique classique. Enfin, 10% des patients font de l'insuffisance cardiaque grave, avec des stades 3-4 notamment. Alors, juste un petit focus sur les troubles du rythme et de la conduction. Ils sont très fréquents dans cette maladie et peut-être sous-évalués. Lorsqu'on fait des holters, on trouve près de 20% de patients qui font de la fibrillation auriculaire. Lorsqu'on fait ces holters, on trouve près de 15% des patients qui font des tachycardies ventriculaires non soutenues. Lorsqu'on implante des holters sous la peau, ce qu'on appelle le système Reville, une large majorité de patients font des troubles conductifs ou de la bradycardie, de l'AFA ou des TV, et ces holters implantés permettent de modifier la prise en charge de près d'une fois sur deux. On met des pacemakers, on met des défibrillateurs, on met des anticoagulants. Globalement, dans une étude française, on avait 20% des patients qui avaient un pacemaker ou un défibrillateur. C'est très large, c'est beaucoup plus que ce qu'on a dans d'autres pathologies, et notamment les CMH sarcomériques. La suivante. Comment on dépiste ces atteintes cardiaques? Avec les instruments du cardiologue, ECG, holter, écho, IRM, test de stress.
troponine et BNP, parce que ça fixe la gravité de la maladie, et on évalue ça tous les 1 à 2 ans chez les patients atteints. Voilà ce qu'on peut dire sur ces atteintes cardiaques, fréquentes et graves. Merci beaucoup pour cette présentation, Dominique. Une question qui nous vient de l'audience de nouveau, excusez-moi. Existe-t-il des cas de femmes avec une maladie de Fabry homozygote, Dominique? C'est extrêmement rare, hein. C'est les QCM pour les étudiants à la faculté, mais il faudrait un milieu vraiment géographiquement fermé. Alors, il y a une très grande famille en Nouvelle-Écosse, au Canada, où quelques cas comme ça insulaires ont été identifiés, mais je crois que c'est très anecdotique. Merci beaucoup. Et donc, la question maintenant qu'on se pose, au-delà de ce risque cardiaque, comme évoqué, c'est l'atteinte extracardiaque. Et puis ensuite, comment le conseil génétique trouve sa place, Dominique, pour nos patients atteints de maladie de Fabry? Alors, les atteintes extracardiaques de la maladie de Fabry, vous l'aurez compris, elles sont nombreuses, hein. Encore une fois, magnifique exemple de maladie multisystémique. Maladie génétique, elle est susceptible de commencer dès l'enfance, au moins pour la forme classique de la maladie de Fabry. C'est ce que j'ai voulu vous montrer en haut de l'image, avec ces douleurs des extrémités, hein, des orteils, des doigts, des paumes, des mains, des plans des pieds. Je crois que c'est important pour vous, cardiologues, d'avoir cette question à l'esprit. Ça prend 5 secondes à la poser à votre patient. Vous rappelez-vous de douleurs comme ça des extrémités dans l'enfance. En bas de l'image, la cornée verticillée qui peut être intéressante. Donc, vous demandez un examen ophtalmologique si vous avez un doute, hein, et devant ces images de dépôt cornéen, pour vous, cardiologues, 3 diagnostics possibles. Donc, bien sûr, la maladie de Fabry. J'espère que ce soir, tout le monde va y penser désormais, mais aussi l'intoxication à l'amiodarone qui donne une phénocopie parfaite, et puis l'intoxication à l'hydroxychloroquine qui a suscité récemment pas mal de débats. Et donc, sur la droite de l'image, vous avez aussi les signes dermatologiques de cette maladie, mais là encore, ils peuvent occasionnellement être absents. C'est ce qu'on appelle des angiokeratomes. Ils peuvent être plus ou moins profus, et donc je vous ai mis les images caractéristiques. Il est évident que l'association d'une CMH et d'une symptomatologie cutanée de ce type doit absolument, cette fois-ci, vous faire penser à ce diagnostic. Et encore une fois, activité enzymatique chez l'homme, test génétique chez la femme. Photo suivante. Et puis donc, c'est une maladie génétique, mais c'est une maladie de surcharge. Donc, elle va progresser en gravité, bien sûr, en sévérité au cours de la vie. Et donc, vous avez, à côté de la composante cardiaque qui est majeure, comme l'ont souligné Thibault et Albert, également une atteinte rénale qui peut s'avérer gravissime, avec une possibilité de progression, en particulier chez les hommes, vers l'insuffisance rénale chronique terminale et le besoin d'épuration extra-rénale, qu'il s'agisse donc de passage en dialyse ou bien de greffe rénale. La transplantation est une bonne indication, enfin la maladie de Fabry, pardon, est une bonne indication de greffe de rein. Alors, en l'absence donc de traitement spécifique, vous avez une chute du débit de filtration glomérulaire, DFG, et vous voyez qu'en moyenne, les patients vont perdre 3 millilitres par an. Donc, je vous rappelle qu'on part en gros de 90, hein, et qu'en dessous de 10, on passe en dialyse. Donc, vous voyez que l'évolution moyenne, ça peut être une progression vers le besoin de dialyse en 30 années de vie à partir du moment où ça débute. C'est très influencé par le sexe, c'est très influencé par une protéinurie si elle est mal contrôlée. Donc, je vous rappelle l'intérêt majeur des IEC, notamment pour nos patients cardiaques atteints de maladie de Fabry, ou bien donc l'utilisation des artons. Photo suivante. Une propension aussi à développer des AVC. Donc, vous le voyez sur l'image en haut à gauche. Je prends toujours quelques secondes pour expliquer à l'audience qu'il s'agissait d'un jeune homme de 27 ans, infirmier dans notre service de néphrologie dans mon précédent hôpital. Et dans cette famille, il n'y avait pas de signes douloureux, il n'y avait pas de signes cutanés. Et donc, il est rentré dans sa maladie de Fabry un soir en allant prendre sa garde par un AVC cérébelleux majeur, vous le voyez, qu'il a complété de 3 AVC supratentoriels par la suite. Et en dépit d'une mise sous traitement, malheureusement, ce jeune homme est décédé avant l'âge de 40 ans, ce qui souligne donc la gravité. C'est encore souligné en haut à droite, vous voyez, par ces hyperintensités de la substance blanche périventriculaire à l'IRM cérébral, qui est également un bon examen d'évaluation de ces patients. Photo suivante. Mais je voudrais insister sur le fait que là, nous venons tous ensemble de décrire vraiment la maladie de Fabry classique qui, encore une fois, a une composante cardiaque importante. Mais il existe une deuxième catégorie qui est ce qu'on appelle le variant tardif ou variant cardiaque de la maladie de Fabry, où là, chers collègues cardiologues, votre importance est absolument déterminante puisque ces patients
non pas les signes précoces, ce que j'ai appelé les signes cardinaux, donc douleur, signes dermatologiques, atteinte ophtalmo, ça n'existe pas chez eux. Et donc, on a fait une étude internationale importante sur presque 500 malades qui comparaient, donc vous voyez, les patients atteints donc, de la mutation qui conduit principalement à ce variant cardiaque, en rouge sur la diapositive, avec la forme classique de maladie de Fabry. Donc, vous voyez en haut à gauche que dans les deux cas, on a la survenue d'événements cliniques majeurs. La maladie classique est un petit peu plus grave que le variant cardiaque, mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on dissèque finalement finement sur les trois autres carrés, quelle est la cause donc de ces événements cliniques majeurs, vous voyez que ces patients atteints de forme cardiaque échappent complètement en bas à droite à un risque rénal. C'est très important. Un seul AVC dans la large cohorte qu'on a utilisée, et encore, il pouvait être de projection embolique. Et donc, finalement, toute la charge pathologique vient en haut à droite de la composante purement cardiaque, donc lorsqu'on a ce type de mutation. Photo suivante. Donc, on a bien vu le phénotype classique de maladie de Fabry, le phénotype cardiaque pur qui vous intéresse au plus haut point, mais je voudrais dire aussi un mot sur deux diapositives sur les femmes hétérozygotes. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, il ne faut pas les négliger. Elles ne sont pas du tout asymptomatiques. Et c'est expliqué par un mécanisme que peut-être certains d'entre vous ignorent ou ont oublié, qu'on appelle l'inactivation du chromosome X. Qu'est-ce que ça nous apprend? Dans chaque cellule féminine, donc chaque femme, chaque fille, inactive systématiquement dans chacune de ces cellules l'un de ces deux chromosomes X, soit celui qu'elle a reçu de son père, soit celui qu'elle a reçu de sa mère. Comme vous le voyez au centre de l'image, cette inactivation, dans la plupart des cas, a lieu au hasard. Donc, soit l'X paternel, soit l'X maternel. Mais comme dans toute courbe de Gauss, vous avez bien sûr les deux extrémités. Et imaginez un seul instant que la couleur rouge, les boules rouges, soient synonymes de gravité parce que, par exemple, on a éteint le chromosome X sain et on laisse actif le chromosome X pathologique. Vous vous doutez qu'on se rapproche là en tout point de la sévérité qu'on peut observer chez les hommes. À l'inverse, imaginons que les boules bleues soient synonymes de bénignité. Et attention, on parle d'authentiques femmes hétérozygotes. Elles ont la mutation, mais par bonheur, elles vont inactiver le chromosome X porteur du variant pathogène et laisser s'exprimer le variant sauvage. Bien sûr, là, il y a très peu de choses à redouter. Photo suivante. Et nous l'avons confirmé de façon expérimentale au sein du centre de référence. C'est l'avantage de disposer de très larges cohortes. Donc, on a testé à l'époque 56 femmes, aujourd'hui 85 femmes donc hétérozygotes pour la maladie de Fabry. Et vous voyez, trois catégories. J'ai essayé de reproduire un peu les feux tricolores. Donc, l'orange au milieu, ce sont les femmes conductrices qui vont avoir inactivé au hasard un chromosome X. Vous voyez qu'elles développent une cardiomyopathie hypertrophique. Elles vont développer une hypertrophie ventriculaire gauche qui, maladie de surcharge, va être lentement progressive tout au long de la vie. Mais en cas d'inactivation biaisée dans le mauvais sens, vous voyez que la CMH est beaucoup plus importante, des valeurs beaucoup plus élevées et une pente de progression au fil des ans qui est également beaucoup plus sévère. Il n'y a donc aucune raison de discriminer ces femmes. Elles doivent avoir accès aux traitements spécifiques au même titre que les hommes. Et à l'inverse, vous pouvez faire une juste prescription sur la droite en vert. Vous voyez les femmes donc inactivées dans le bon sens, où là, on sauve l'argent de l'assurance maladie puisqu'il n'y a absolument pas lieu de les traiter. Photo suivante, on se contente d'une simple surveillance. Alors, le conseil génétique, vous m'interrogiez dessus, c'est bien sûr important. Ce n'est pas un généticien qui va vous dire le contraire. Et je voudrais simplement vous rappeler, chers collègues cardiologues, que c'est même une de vos obligations légales en cas de maladie génétique, puisqu'un décret de juin 2013 nous apprend que si vous avez identifié un patient porteur donc d'une pathologie génétique, quelle qu'elle soit, c'est en principe votre devoir d'essayer de conduire une petite enquête familiale ou, à défaut, de référer, bien sûr, sa parentèle à un centre de génétique. Magnifiquement illustré sur les deux diapositives suivantes. En noir, donc ici, un carré noir, c'est le symbole d'un homme atteint. C'est le jeune homme de 27 ans que je vous ai décrit tout à l'heure, vous vous souvenez, cet infirmier qui a fait un AVC aussi précocement. Bon, on aurait pu se contenter de lui. Ça aurait été, je trouve, une faute médicale. On aurait pu se contenter de ce qu'on appelle sa famille nucléaire, qui vous est ici montré sur la diapositive. Bien sûr, sa mère a de grandes chances d'être conductrice. Son jeune frère pouvait être touché, ce qui est le cas, et sa nièce. Mais on est allé beaucoup plus loin que ça et on a identifié en fait une autre branche dans une autre province française, photo suivante,
Et vous voyez qu'une simple enquête génétique peut conduire à l'identification finale, tous les individus en noir ou avec un point au milieu, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes de la même famille atteintes de cette maladie de Fabry. Et pour l'anecdote, le petit jeune, donc sur la génération du vous voyez 3, 8, eh bien, il a été pris en charge, c'est une vieille histoire, hein, il y a 20 ans, il a aujourd'hui 45 ans et il va parfaitement bien sous traitement spécifique. Merci beaucoup Dominique. Plusieurs questions de l'audience. Une première pour le diagnostic de maladie de Fabry, et c'est un de nos collègues néphrologues qui est présent avec nous, qui nous dit, mais nous avons l'habitude d'utiliser le papier buvard pour un simple test. Est-ce que pour vous, ça a encore une place dans le diagnostic de maladie de Fabry, Dominique? Absolument. Albert l'avait montré en image, hein, la goutte de sang. Quand j'ai conseillé les tubes DTA, c'est assez pratique en ville, mais je suis également un fan du papier buvard qui a toute son utilité, et notamment aussi pour nos collègues des DOM-TOM. Ça voyage très bien sous enveloppe. Une autre question, et là je me permets de vous la poser à tous les deux, à Albert et Dominique, qui nous vient de l'audience. Est-ce que le suivi de ces cas, diagnostiqué maladie de Fabry, donc là on est après le diagnostic, est-ce qu'il doit se faire uniquement en centre spécialisé? Est-ce que le cardiologue de ville a encore une place dans ce suivi? Est-ce qu'il y a un tandem à organiser entre cardiologue de ville et centre de référence? Alors, Albert, peut-être d'abord? Écoutez, moi je crois que… Oui, écoutez, moi je travaille avec Dominique Jarin depuis fort longtemps. Le Fabry a à un moment donné un contact avec un cardiologue entre guillemets spécialisé, qui peut être un cardiologue de centre de référence pour le diagnostic ou pour le suivi. Une fois que ce contact est fait, est établi le phénotype cardiologique, le risque éventuel, il est confié à un cardiologue de ville. Nous n'avons pas accès à nous de manière répétée ou facile. Et donc, il faut qu'il y ait un suivi cardiologique en ville, en lien étroit avec le cardiologue dans le centre qui le suit, et en lien étroit, bien sûr, tous les deux cardiologues avec le généticien ou la personne qui prend en charge complètement dans le centre de référence Fabry ce patient. Donc, le cardiologue de ville est essentiel, bien évidemment. Il fait des holters, il fait des échographies, il fait des dosages de BNP, il fait des dosages de troponine, enfin bref. Voilà. Dominique? Alors, je voudrais confirmer en tout point. Moi, je demande à chacun des patients du centre de référence, et on suit 300 malades, je leur demande d'avoir un cardiologue de ville. Et j'insiste vraiment sur ce point, ça me semble extrêmement précieux. Le suivi recommandé, à mon sens, c'est semestriel, hein. Et puis, bien sûr, comme Albert l'a souligné, on a une excellente collaboration depuis une quinzaine d'années, avec Thibaut aussi d'ailleurs, et d'autres cardiologues hospitaliers. Donc, c'est important aussi qu'il y ait souvent un référent hospitalier qui peut faire une synthèse. Et puis, bien sûr, je vais bien sûr prêcher pour notre centre de référence, mais il me semble important que les patients gardent un contact avec le centre de référence au sein duquel souvent sont développées des innovations, nouveautés thérapeutiques, et on a bien sûr une vue un peu plus globale de cette pathologie, vous l'avez compris, très multisystémique. Encore une question pour vous, Dominique. Bonsoir. Donc déjà, on a une audience qui est polie, c'est agréable. Quelle est la place du dosage des lyso-Gb3, que ce soit urinaire ou plasmatique, dans le diagnostic de la maladie de Fabry, mais chez la femme, Dominique? Alors, confirmation éventuelle chez la femme atteinte d'une forme classique, c'est-à-dire que s'il est élevé, c'est un bon signe d'orientation, qui pourra aussi d'ailleurs suivre un peu à monitorer le traitement. En revanche, faites très attention, le lyso-Gb3 peut être normal chez des femmes, y compris atteintes de forme classique, et il est presque toujours normal chez les femmes atteintes du variant cardiaque. Donc, méfiance. C'est très clair. Les amis, on arrive à la fin de ce webinaire qui, je pense, aura permis à nos collègues d'apprendre beaucoup. Et c'est mon moment préféré, vous aurez chacun 45 secondes pour nous donner vos messages clés. Qu'est-ce que l'on doit retenir en pratique? Albert, on commence par vous. 45 secondes, on vous écoute. Écoutez, moi, en pratique, quand il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, plus de 13 mm, inexpliquée chez l'homme de plus de 30 ans, la femme de plus de 40 ans, il faut évoquer la maladie de Fabry. Ensuite, quand on l'évoque, on va chercher sur le CG un PR court, un BAV de haut degré, éventuellement le fait qu'il ait un pacemaker déjà. Sur l'écho, l'absence d'obstruction, l'hypertrophie variable, mais entre 13 et 20, l'existence d'un amincissement inférolatéral, d'une hypertrophie ventriculaire droite doit également faire évoquer le diagnostic. On a parlé en IRM du T1 réduit et du rehaussement tardif en postérolatéral.
la biologie doit faire rechercher une dysfonction rénale, quelle qu'elle soit, et puis les antécédents familiaux, pas de transmission père-fils, également sont importants pour évoquer le diagnostic. Et bien sûr, il y a toutes les atteintes extracardiaques qu'on doit rechercher. Si elles existent, elles évoquent, et bien sûr, le diagnostic. Mais l'évoquer systématiquement, puisque les recommandations nous disent que systématiquement, il faut l'évoquer et faire des dosages biologiques chez l'homme de plus de 30 ans et chez la femme de plus de 40 ans, lorsque c'est assez évocateur, faire de la génétique. Merci, mission accomplie pour Albert. Thibaut, comment éliminer le grand différentiel, l'amylose cardiaque? Thibaut, 45 secondes. Alors, moi, je pense que devant toutes ces MH, il faut évoquer ces deux pathologies, l'amylose et la maladie de Fabry, puisque ce sont les deux maladies où il y a un traitement. Donc, ça me semble vraiment important de le faire. Le management cardiaque va bien sûr changer. Il y a une urgence diagnostique qui est l'amylose AL et il faut absolument tout de suite aller la rechercher et aller très vite parce qu'on ne peut pas prescrire des tests et revoir le patient dans 6 mois parce qu'il ne reviendra pas à la consulte, il sera mort en fait. Donc, il faut vraiment aller vite. Et puis après, effectivement, on a vu la batterie des tests. Finalement, ce n'est pas compliqué. L'IRM va orienter. Après, on a d'autres tests dans le cadre de l'amylose, comme la scintigraphie osseuse, qui est réalisable dans tous les services de médecine nucléaire et tout. Voilà. Donc, c'est quand même pas compliqué de prescrire une scintille osseuse. Maintenant, tous les médecins nucléaires savent rechercher l'amylose cardiaque. Ils la voyaient déjà. Maintenant, ils savent pourquoi ils le font. Donc, ça peut être prescrit au cabinet. Et donc, moi, personnellement, quand on a une CMH qui arrive et qui a déjà des signes d'insuffisance cardiaque, on va chercher ces signes extracardiaques et puis on peut prescrire les tests de la gammapathie, la scintille osseuse et l'IRM dès le cabinet. Donc, ça reste, à mon avis, et c'est ce qui va être dans l'avenir, c'est-à-dire le traitement de l'amylose, notamment de l'amylose à transthyrétine comme le tafamidis, ça va être une prescription cardiologique au cabinet. Donc, ce qu'il va falloir, c'est évidemment éliminer cette amylose AL parce que là, ces patients ne peuvent pas être gérés au cabinet et puis, bien sûr, adresser les patients pour les analyses génétiques au centre de référence où les analyses génétiques peuvent être faites, comme dans le cas de la maladie de Fabry ou les CMH sarcomériques. Merci Thibaut. Et pour le mot de la fin, Dominique, 45 secondes. Qu'est-ce que le cardiologue doit retenir de la maladie de Fabry et notamment sa confirmation diagnostique? Merci Théo. Nous sommes en maladie rare, donc pensez-y. Pensez-y. Moi aussi, j'ai eu que 45 secondes sur le Fabry durant mes études de médecine. Bon, j'ai fait un peu de chemin depuis, mais il faut y penser systématiquement. Vous pouvez rendre de très grands services en identifiant et puis en ouvrant sur la famille derrière. Pour les cardiologues plus spécifiquement, un intérêt majeur du Holter, pourquoi pas du Holter de 48 heures, voire de 7 jours, et des loop recorders. On a énormément de troubles du rythme, de troubles de la conduction. Un petit piège possible, une élévation de la troponine en l'absence d'infarctus du myocarde. J'ai très souvent le laboratoire qui me téléphone. Ça fait paniquer les plus jeunes, mais chez les patients Fabry, c'est un grand classique. Un petit piège du T1 mapping, des valeurs basses en cas de purement atteinte spécifique du Fabry, mais des valeurs qui peuvent s'élever dans les zones de fibrose. Et puis ensuite, bien sûr, vous l'avez compris, adresser dans un service de génétique pour l'enquête familiale qui est tellement important pour ne pas laisser de côté les autres membres de la famille et adresser en centre de référence pour la prise en charge globale des atteintes extracardiaques de cette pathologie. Mais j'insiste sur la contribution absolument clé et essentielle pour un suivi régulier des cardiologues de ville pour nos patients. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour la préparation à ce webinaire. Merci aux équipes de Cardio Online qui ont rendu ce webinaire possible. Ça nous semblait, dans cette période qui est plus que difficile, important de continuer cette formation. Merci bien sûr à Sanofi Genzyme pour son soutien institutionnel à ce webinaire. Et on vous en prépare bien sûr d'autres. Et donc, à très, très, très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.